tous, c'est Jimmy du Baratéo pour vous parler fluff et figurines pour le jeu de Trône de Fer, A Song of Ice and Fire. Cette vidéo est consacrée aux starters et aux héros Greyjoy. On va se concentrer sur les personnages qui sont finalement très peu développés dans la série télé, voire un peu distordus, mais on va voir ça tout de suite. Avant toute chose, il faut savoir que les Fernets constituent un peuple particulier de Westeros. Habitant isolés des îles de fer situées à l'ouest du continent, les Fernets ont des mœurs, une organisation sociale et une religion qui leur sont propres. C'est la maison Greyjoy qui est suzeraine sur ces îles depuis des siècles. La hiérarchie sociale est centrée sur les capitaines des différents navires. Chaque capitaine a l'autorité d'un roi sur son bateau. La culture de la chevalerie est quasi absente des îles de fer, effacée devant celle des marins fiers et rudes qui les peuplent. La mer est l'élément duquel les Fernets tirent nombre de leurs ressources et, naturellement, ils vouent un culte à sa manifestation divine, le dieu noyé. Leur tradition s'exprime à travers l'antique voix, ensemble de préceptes oraux, guidant le mode de vie des Fernets. L'antique voix met en avant un mode de vie tourné vers le pillage et le rapt de prisonniers de guerre, qu'on appelle les serfs ou les femmes-selles. La devise des Greyjoy synthétise ce qu'est l'antique voix en une phrase. Nous ne semons pas. Alors, parlons de pillage, parlons des Greyjoy. Balon Greyjoy, le roi Kraken, le roi de fer et de sel. Au début de la saga littéraire, Balon Greyjoy est le seigneur suzerain des îles de fer. C'est un grand homme décharné dont les cheveux gris pendent jusqu'au bas des reins. Balon a soif de revanche, suite à sa défaite, alors qu'il menait son peuple à la rébellion contre l'autorité du roi Robert Baratheon en déclarant la guerre à tout Westeros. Balon s'était ainsi autoproclamé roi de fer et de sel, mention rapportée sur la version unité non combattante du personnage. Dans cette version à 5 points, Balon permet le redéploiement une fois par partie d'une unité précédemment détruite, activée sur un bord de table ou à moins de la longue portée de la zone de déploiement initiale des Greyjoy. L'unité ainsi activée conserve tous les pions pillages qu'elle avait accumulés avant d'être éliminée. Mais l'alliance Baratheon, Lannister et Stark mit fin à cette rébellion, et Balon en paya personnellement le prix. Pike fut envahi, 2 de ses fils furent tués, et le dernier et seul garçon restant, le petit Théon Greyjoy, fut confié à Lord Eddard Stark comme pupille et otage, gage de soumission de la maison Greyjoy au trône de fer. Mais nous reparlerons de Théon plus tard. Balon Greyjoy, le roi Kraken, est brave et implacable. Il sait se soumettre devant plus fort que lui pour se relever au premier signe de faiblesse de son adversaire. Ainsi, lorsqu'Eddard Stark est prisonnier et le Nord dépouillé de ses armées, Balon lance des offensives sur les côtes nordiennes. La version de Balon général en est l'illustration. Balon est qualifié de Lord Ravage de Pike, ce qui est mentionné en termes de jeu dans sa capacité en tant qu'attachement à reconstituer son unité au rythme des rangs détruits chez l'adversaire. Il a également la capacité Résolution de fer, capacité généralisée désormais dans le jeu, et qui apporte +1 au jet de test de panique et -1 perte si le test échoue. Ces cartes tactiques sont également bien inspirées de la saga littéraire. Sacrifice acceptable permet d'accabler une unité alliée pour booster les autres. On attache la carte à une unité ciblée, plutôt avec un bon moral, qui prendra une perte supplémentaire en cas de test de panique échoué. Mais toutes les autres unités alliées situées à courte portée ont un bonus de +1 à leur propre test de panique. Quand l'unité accablée est détruite, une autre unité alliée à longue portée récupère 2 blessures et un pion pillage. Le prix de l'échec illustre l'implacable confiance en lui du roi Kraken. Il est persuadé de pouvoir vaincre, mais s'il se trompe, il en paye le prix fort. Ainsi, cette carte tactique permet de toucher systématiquement lors d'une attaque indépendamment du résultat des dés d'attaque. Mais ceux qui auraient dû échouer entraînent chacun une perte dans l'unité Greyjoy attaquante. Enfin, la carte L'Antique Voix représente les valeurs ancestrales de la maison Greyjoy que Balon défend. Elle repose essentiellement sur le pillage. Dans le jeu, l'Antique Voix est une carte tactique qui offre 2 effets différents à condition de dépenser un jeton pillage. Le premier effet est une relance de test de morale ratée. L'autre effet est une relance de dés d'attaque ratée.
Contrairement à la série télé où Balon est assassiné par son frère Euron, dans les livres, Lord Balon meurt dans des circonstances suspectes, chutant mortellement d'une passerelle suite à une violente bourrasque. Quoi qu'il en soit de la vérité de cette mort, certains parlent d'un sans-visage comme Jaqen H'ghar, cette mort coïncide étrangement avec le retour surprise d'exil d'Euron Greyjoy. Euron Greyjoy, l'œil de Shooka. Euron est l'aîné des 3 frères de Balon Greyjoy, avec Victarion et Aeron, que nous découvrirons plus loin. Il est assez différent du personnage ubuesque et caricatural de la série télé. S'il est effectivement un homme cruel et pervers, il n'est dépourvu ni de bon sens, ni d'une vision stratégique solide. C'est un fin tacticien et un orateur brillant qui porte un bandeau sur l'œil, d'où son surnom d'Euron, œil de Shooka. Au début de la saga, Euron est exilé depuis 4 ans, pour avoir mis enceinte la femme de son propre frère Victarion. Il revient d'exil sur son navire, le Silence, avec à son bord un équipage de marins métis dont il a fait couper la langue pour s'assurer qu'ils ne parlent pas de leurs expériences aux côtés d'Euron. Les marins du Silence sont des hommes craints que nous retrouverons très probablement dans le jeu sous forme d'unités adaptées à accueillir Euron en tant qu'attachement. Euron, œil de Shooka, permet à l'unité dans laquelle il a pris part d'avoir une perte afin de placer un jeton condition sur un ennemi à longue portée. Après la mort de Balon, Euron s'autoproclame roi des îles de fer. La controverse que cette action suscite entraîne l'organisation d'états généraux de la royauté qui sont une sorte d'élection du meilleur capitaine ferné. Lors du rassemblement des états généraux, Euron laisse les différents prétendants se succéder. Alors qu'Asha Greyjoy, sa nièce, vient de terminer son discours et que ses partisans et ceux de Victarion Greyjoy commencent à s'affronter, le son assourdissant d'un cor interrompt les querelles. Lorsque le bruit cesse enfin, Euron propose aux Fernés de s'emparer de l'intégralité de Westeros, à l'instar d'Aegon le Conquérant, en domptant les dragons grâce à son corps de chasse magique taillé dans une corne de dragon. En guise d'offrande, ces hommes déversent ensuite en masse les richesses et pierreries rapportées lors de ces pillages. La foule exaltée l'acclame alors unanimement. En tant qu'attachement, Euron offre des cadeaux empoisonnés, comme le fameux corps magique. L'unité dans laquelle il a pris place commence la partie avec 2 jetons pillage, mais elle a une perte à chaque fois qu'elle fait une action. Après être élu, Euron déroule son plan et lance une grande offensive contre le bif. En tant que général, Euron déclenche des tests de morale à un ennemi à longue portée, avec un malus de -1 pour chaque rang détruit. Sur un échec au test de morale, l'unité ennemie perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. De plus, la présence d'Euron est intimidante, comme vous l'avez compris. En termes de jeu, cela consiste à octroyer un malus de -1 au test de morale à toute unité ennemie engagée, et lui faire subir +1 perte en cas de test de panique raté. Enfin, les cartes tactiques d'Euron montrent à quel point ce général cruel est un fin tacticien. Méthode déviante permet de se servir dans la défausse de son adversaire en défaussant une de ses propres cartes tactiques. C'est très fort, d'autant que les cartes mentionnant le nom d'un commandeur sont renommées pour Euron Greyjoy lui-même. Stratagème rusé permet à une unité de ne pas faire d'action au profit d'une autre unité qui fera soit une manœuvre, soit une marche, soit une retraite. Si l'unité d'Euron est ciblée, un ennemi à longue portée devient vulnérable. Et enfin, jeu d'esprit cible une zone tactique du tableau stratégique. Dès qu'elle est prise par un joueur, l'autre joueur peut immédiatement en résoudre les effets également. Euron obtient de nombreuses victoires dans le bif, grâce à son frère Victarion. Puis, il décide de l'envoyer en mission avec la flotte de fer en Essos. Il le charge de retrouver Daenerys Targaryen et de s'embarrer des dragons grâce au corps de chasse magique. Euron charge également Victarion de ramener la jeune Targaryen, qu'Euron souhaite lui-même épouser. Victarion Greyjoy, le capitaine de la flotte de fer. Parlons donc de ce brave Victarion Greyjoy, le cadet des frères de Balon. C'est un rude combattant, tout en muscles et capitaine du navire le Fer Vainqueur. Malgré sa carrure,
il est effacé par la personnalité écrasante de son frère Euron, pour qui Victarion voue une haine tenace. En effet, alors que Victarion tombe amoureux d'une femme selle, une femme capturée lors d'un pillage, Euron la met enceinte, obligeant Victarion à tuer sa propre femme afin de préserver son honneur. Victarion menait la flotte de fer dans les batailles maritimes de la rébellion de Balon Greyjoy contre le roi Robert. Victarion, maître de la victoire selle, coûte 3 points et permet à son unité de faire une attaque ou une manœuvre sans être activée. L'unité jouera donc 2 fois. De plus, ces charges rendent l'ennemi chargé vulnérable. Lors des assauts Greyjoy dans le nord dépouillé de ses défenses, Balon envoie Victarion prendre Moat-Cailin pour barrer le retour éventuel des troupes de Robb Stark qui marchent sur les terres Lannister. Victarion tiendra Moat-Cailin malgré le harcèlement des paludiers d'Holland Reed, le personnage héros 2 de la faction Stark. Après la mort du roi Kraken, Victarion se propose aux États généraux de la royauté. Finalement, il se soumettra de nouveau à son frère Euron, nouveau roi des îles de Fer. Euron promet le trône de Grey à son frère Victarion lorsqu'il aura lui-même conquis le trône de fer. En tant que général, Victarion, le capitaine de fer, permet de donner l'ordre d'une charge gratuite à la place d'une percée. A noter qu'en tant que général également, ces charges rendent l'adversaire chargé vulnérable. Il dispose de cartes tactiques qui reflètent parfaitement son caractère guerrier et agressif. Les ordres d'assaut permettent à une unité non combattante de remplacer l'effet de zone par le déclenchement d'une attaque gratuite, ou de charge gratuite s'il s'agit de l'unité de Victarion. La ruée agressive se joue lors d'une charge. La distance de charge est alors de 6 et les attaques ont frappe critique. Si c'est l'unité de Victarion qui a chargé, l'ennemi devient vulnérable à l'issue de l'attaque. Agression soutenue se joue lors d'une attaque de mêlée hors charge et permet de prendre la plus haute valeur de combat de l'unité qui attaque. S'il s'agit de l'unité de Victarion, le joueur peut relancer les échecs pour toucher. Après des victoires maritimes au large du Bif, Victarion emmène la flotte de fer vers Meereen pour conquérir le cœur de Daenerys Targaryen et dompter ses dragons avec le corps magique qu'Euron lui a donné. Mais l'intention de Victarion est surtout de revenir prendre sa revanche sur son frère Euron dans le feu et le sang. Après Euron et Victarion, parlons du plus jeune frère de Balon, Aeron Greyjoy, dit le Tif trempé. C'est un homme mince avec une face osseuse, des cheveux noirs, une barbe hirsute qui tombe jusqu'à sa ceinture d'algues sèches. Aeron est un des prêtres du dieu noyé, farouche partisan des pratiques de l'antique voie, qui n'a que mépris pour la culture et les mœurs des continentaux de Westeros. C'est pour cela qu'Aeron est une unité non combattante qui ne peut influencer que des unités Greyjoy. Cette influence fait référence au dicton bien connu des îles de fer. Ce qui est mort ne saurait mourir, mais se relève à nouveau, plus dur à la peine et plus vigoureux. Dans le jeu, cela se concrétise par la récupération d'un point de vie à l'unité influencée dès lors qu'elle fait une action. Cette influence permet également de récupérer un point de vie par rang détruit sur une unité ennemie éliminée au corps à corps. Aeron dispose d'une troupe de disciples de dieux noyés, armés de matraques en bois flotté. Il s'agit des Noyés, unité que nous verrons très probablement un jour dans les sorties futures de la maison Greyjoy. Sachez enfin que c'est Euron Tif trempé qui déclenche les états généraux de la royauté afin de déterminer le successeur du défunt roi Balon Greyjoy. Aeron préférerait voir Victarion élu, mais ce sera Euron qui deviendra le nouveau roi. Convaincu que la victoire d'Euron n'est attribuable qu'à des sortilèges, Aeron, bien décidé à lutter contre son impie frère, prend l'initiative de prêcher la révolte au sein du petit peuple. Il disparaît soudainement de Vieux Wyke, et même ses noyés ne savent pas où il se trouve. Parlons maintenant d'Asha Greyjoy, l'unique fille de Balon. Balon a élevé sa fille comme héritière, puisqu'il a perdu ses fils lors de sa rébellion contre Robert, exception faite du jeune Théon resté otage des Darkstark. D'apparence comme de comportement, Asha est un garçon manqué, capitaine du Vent Noir dont elle est très attachée à l'équipage. Ainsi, pour un point, Asha capitaine du Vent Noir donne un moral de 5+ à son unité et lui permet de paniquer et rendre vulnérable une unité ennemie à longue portée sous condition de réussir un test de morale.
En tant que général, Asha, la fille du Kraken, inspire un moral de 5+ à l'unité dans laquelle elle a pris place, ainsi qu'aux autres unités à courte portée. Son courage impressionne. Ainsi, lorsque son unité réussit un test de panique, un ennemi engagé subit une perte. Malgré le retour de Théon, envoyé par Robb pour négocier une alliance Stark-Greyjoy, Balon réitère sa confiance en sa fille en lui confiant l'importante mission de prendre le château nordien de Motte-la-Forêt avec une flotte de 30 boutres alors que Théon est cantonné à quelques razzias. Les cartes tactiques d'Asha font référence à cette campagne nordienne pendant laquelle la fille du Kraken accumule les victoires. Courage de fer permet de récupérer 2 points de vie sur un test de morale réussi. Et si l'unité est à courte portée d'Asha, elle peut récupérer 1 point de vie supplémentaire par rang détruit. Raid avec bravoure reste attaché à l'unité qui a réussi un test de morale jusqu'à ce qu'elle échoue. Tant que la carte lui est attachée, l'unité combat toujours comme si elle avait un rang de plus. Si elle a tous ses rangs, elle ajoute un dé. Cri de guerre se joue au début de l'activation d'une unité amie. Le cri de guerre correspond à un test de morale réussi, et puisqu'il impressionne, une unité ennemie à longue portée devient alors paniquée et vulnérable. Lorsque Théon prend Winterfell par surprise, Asha l'y rejoint pour le dissuader de rester. Elle considère Winterfell trop éloigné de la mer d'où provient l'appui tactique et logistique des forces Greyjoy et craint l'armée de Rodrik Cassel qui se regroupe. Rodrik Cassel que l'on retrouve dans l'extension Héros 2 des Stark. Elle reviendra quelques jours plus tard à Winterfell pour y découvrir une forteresse fumante et en ruine. À la mort de son père, Asha rentre des îles de Fer pour être candidate aux États généraux de la royauté. Alors que son oncle, Rodrik Arlois, que nous verrons plus loin, tente de la dissuader, Asha s'obstine et va jusqu'à accuser Euron de l'assassinat de Balon. Asha propose de faire la paix avec le continent en échange de terres fertiles sur les roches, une politique qu'elle appelle la troisième voie. Mais Asha est finalement contrainte de fuir la dangerosité de son frère Euron. Elle retournera à Motte-la-Forêt, place forte nordienne, qu'elle perdra finalement dans un assaut mené par l'alliance des clans des montagnes du Nord avec les forces de Stannis Baratheon. Stannis Baratheon capture Asha et marche avec sa prisonnière sur Winterfell, forteresse tenue par Ramsay Bolton. Alors que l'armée de Stannis est immobilisée par un fort blizzard, Asha a la surprise de voir l'émissaire de la Banque de Fer, Tycho Nestoris, personnage héros neutre 2, qui ramène un jeune homme brisé qui s'avère finalement être Théon Greyjoy. C'est ainsi que le dernier tome du roman se termine pour Asha Greyjoy. Elle est prisonnière de Stannis et retrouve son frère Théon. Difficile de parler d'Asha sans évoquer Karl Pucelle, comme on l'appelle. Karl est l'amant d'Asha. Il la suit partout, amoureux et soumis. Dans le jeu, pour 1 point, il s'attache à l'unité dans laquelle Asha a pris place. Lorsque les hommes de Stannis reprennent Motte-la-Forêt à Asha, Karl lui sauve la vie en combat singulier. Ainsi, Karl est un expert duelliste, capable de tuer un attachement sur 3+. Mais Karl est aussi déconsidéré par Asha, qui le traite comme un simple serviteur. Ainsi, pour 2 points, vous pouvez attacher Karl, ironiquement appelé la femme de chambre, dans une unité où il sera toujours un expert duelliste capable de tuer un attachement adverse, mais où il augmentera également le moral de cette même unité de +2. Théon Greyjoy, le prince de Winterfell, est régicide. Nous avons un peu parlé de Théon Greyjoy au travers des autres personnages. Il est dans les livres très similaire aux personnages des premières saisons de la série télé. Léger, inconséquent, cynique, cruel et vaniteux. Au combat, c'est un archer très doué et un combattant courageux. En tant qu'attachement à 2 points, il ordonne à une unité de faire preuve d'une témérité héroïque. Cela se traduit par subir un dé de 3 pertes pour obtenir un 6 automatique à une distance de charge. De plus, après avoir attaqué, l'unité de Théon peut effectuer une retraite gratuite. Et Théon fait partie de l'état-major de l'Ost nordien, emmené par Robb Stark. Avec Brynden Tully, héros 2 de la faction Stark, Théon marche dans l'avant-garde nordienne.
il est fort probable qu'il existera un personnage de Théon accessible à la faction Stark. Mais nous allons ici le découvrir combattant pour la maison Greyjoy et contre le Nord. Il y mène des razzias, mais veut prouver sa bravoure à son père en prenant par surprise Winterfell. Ainsi, Théon, le prince de Winterfell, est un général qui permet de rendre paniqué et vulnérable un ennemi chargé de dos ou de flanc. De plus, son unité a un bonus de +1 à sa valeur de mouvement. Les cartes tactiques de Théon font référence à sa prise de Winterfell. Opportuniste. Si l'ennemi n'a pas été activé, les attaques de l'unité ciblée par cette carte tactique sont relançables et ont précision ou cruelle. Si c'est une attaque de l'unité de Théon, elle dispose des 2 capacités. Tactique de diversion permet, après avoir été attaqué, de faire manœuvrer une unité à longue portée. Ressentiment Stark ressemble à la carte tactique l'hiver vient du deck Stark, dans la mesure où elle empêche une unité chargée de jouer un ordre ou une carte tactique. Si la charge est en plus de Théon, la distance peut être relancée en cas d'échec. Occupant Winterfell, Théon laisse s'échapper Bran et Hodor, ainsi que Rickon et Osha accompagnés de leurs loups. Théon massacre une famille de meuniers et fait passer les cadavres des enfants pour ceux des jeunes Stark. Il souhaite ainsi montrer son non-attachement aux Stark, sa fidélité à son père Balon et asseoir son autorité par la terreur. Il commet son terrible massacre avec un prisonnier qu'il prend comme son acolyte. Ce prisonnier, qui se fait appeler Schling, n'est autre que Ramsay Snow, qui fuit une défaite que son armée Bolton a rencontrée contre Rodrik Cassel. Notez que Ramsay, qui se fait appeler Schling, sait donc que Bran et Rickon sont en vie. En repensant à l'assassinat des enfants, Théon est harcelé de cauchemars et de remords. Il s'entête à tenir Winterfell avec trop peu d'hommes dont le fameux Schling. Lorsque Rodrik Cassel assiège Winterfell, une armée vient rompre le siège et Schling suggère à Théon d'ouvrir les portes du château. En s'exécutant, Théon ouvrira les portes à l'armée Bolton et comprendra que trop tard que Schling n'était autre que Ramsay Snow, le bâtard Bolton. Dès lors, Théon est captif, torturé par Ramsay qui se jouera de lui en inversant les rôles de Schling. Par la suite, Ramsay utilisera la caution de Théon pour épouser Jeyne Poole, une fille que Ramsay fait passer pour Arya Stark. Finalement, alors que la neige envahit Winterfell, Théon sauve Jeyne Poole et rejoint l'armée de Stannis Baratheon grâce à Tycho Nestoris. Dans la série télé, c'est Sansa qui subit les sévices de Ramsay, et non la jeune Jeyne Poole qui n'a d'existence que dans les livres. Nut, surnommé Nut le Barbier, est l'un des lieutenants de Victarion Greyjoy. Ainsi, il compte comme étant Victarion, lorsque son unité est ciblée par une carte tactique mentionnant son nom. D'aspect massif, il a les bras trop longs, les jambes arquées, et a perdu l'acuité visuelle qui lui permettait d'être un lanceur de haches renommé. Il est nommé Sire du Bouclier de Chêne par le roi Euron Greyjoy après la prise des îles Boucliers, ce qui permet de priver Victarion de l'un de ses soutiens les plus précieux. L'appât du gain se concrétise dans le jeu ainsi. Unité non combattante amie peut renoncer à l'effet de la bourse pour que l'unité de Nut effectue une attaque gratuite. Dans le jeu, Nut lance des charges furieuses, c'est-à-dire que l'ennemi chargé devient vulnérable. Rodrik Arlois est le vieux seigneur de la maison Arlois, de 10 tours. C'est le suzerain de l'île d'Arlois. La maison Arlois est une des plus influentes des îles de fer. Il est le frère de la femme de Balon Greyjoy, ce qui fait de lui l'oncle par alliance de Théon et d'Asha Greyjoy. Il est d'ailleurs très proche de cette dernière, qu'il soutient et qu'il conseille. Lord Rodrik Arlois tient son surnom de bouquineur de son amour des livres qui est assez singulier dans la culture fernée. Sa passion pour les livres est si dévorante qu'il n'est guère un instant où il n'ait un livre à la main. Loin des ambitions des Greyjoy, Rodrik Arlois ne croit pas à la viabilité d'un royaume ferné. Il reste néanmoins fidèle au roi Euron lors de sa conquête des îles Boucliers. En termes de jeu, Rodrik Arlois est une unité non combattante considérée comme un érudit parmi les pillards.
Il commence la partie avec 2 jetons qu'il pourra dépenser au début d'un tour pour mettre de côté des cartes tactiques, en piocher autant plus une, puis remettre celle mise de côté dans le deck. Éric Forgefer est à la tête de la maison Forgefer, une grande maison des îles de Fer. Dans sa jeunesse, il fut un capitaine ferné renommé pour sa bravoure et sa force. C'est ainsi qu'on retrouve le personnage d'Éric Forgefer, le Brise-Enclume, comme général. Notez qu'à l'époque, il n'était pas dans une chaise en bois. Éric Général joue sur les pions pillage. Sa capacité d'attachement permet de déplacer un pion pillage d'une unité à longue portée vers une autre unité à courte portée. De plus, grâce à lui, une unité commence la partie avec un pion pillage. Ses cartes tactiques sont les suivantes. L'endurance de fer permet de bloquer un dé de 3 touches en défaussant un pion pillage de l'unité qu'il défend. La puissance de l'acier permet de défausser un pion pillage par bénéfice suivant. Soit la possibilité de relancer les dés, soit celle de gagner précision, soit celle de gagner cruel. L'attrait de l'or permet en défaussant un pion pillage de réussir automatiquement un test de morale. Arborant une barbe neigeuse monumentale, il est désormais obèse au possible, pesant près de 260 livres. Son poids et ses infirmités lui imposent d'être constamment assis, et il ne peut se déplacer sans l'aide d'une chaise à porteur. L'un de ses surnoms provient de son arme de prédilection, un marteau monumental avec lequel il se targue d'avoir fracassé le crâne de nombreux ennemis. Mais ça, c'était avant. Lors des États généraux de la royauté, Éric Forgefer est candidat. Après qu'il a rappelé ses faits d'armes ainsi que la vigueur de sa descendance, quelques capitaines scandent son nom car il fait des offrandes très généreuses. C'est en référence à ses dons de fer, d'or et d'acier qu'est construite sa capacité d'unité non combattante. Il commence la partie avec 2 jetons. Quand un ennemi prend la bourse sur le plateau stratégique, on place un pion pillage sur sa carte. Quand Éric s'empare d'une zone du tableau stratégique, le joueur peut déplacer un pion pillage de la carte d'Éric sur une unité alliée avec la capacité pillage. Cependant, sa tentative se solde par un échec cuisant, dès lors qu'Asha Greyjoy le met au défi de pouvoir se tenir debout, ce dont Éric se relève incapable malgré ses efforts. Euron Greyjoy, qui est finalement proclamé roi des îles de Fer, le nomme gouverneur et lord intendant des îles de Fer en son absence pour le récompenser de son allégeance. Éric est même marié par procuration à Asha Greyjoy. Une bonne idée d'Euron. Mais Asha ayant fui, lors des noces, le rôle d'Asha est tenu par un phoque. Enfin, sachez qu'Éric Forgefer traque au nom du roi Euron les prêtres du dieu noyé pour les questionner sur la disparition d'Aéron Tif-Trempé. Vandamir est le maître au service de la maison Greyjoy. C'est une unité non combattante à 4 points qui commence avec un pion ordre sur sa carte. Il gagne des pions ordre en remplaçant l'effet de la zone qu'il vient de prendre. Pendant la partie, il peut défausser un pion ordre au début d'un tour allié, pour produire un des 3 effets suivants, soit piocher une carte tactique, soit récupérer 2 points de vie, soit faire un shift de 3 pas. Voilà donc pour ce dernier personnage Greyjoy. Et voilà, on a fait le tour des personnages de la faction Greyjoy. Alors il me reste à vous souhaiter une bonne lecture, une bonne peinture et un bon jeu. Ciao ciao. Oh.